L'oreille, une partie du corps qui sert à la fois d'organe sensoriel et d'organe d'équilibre. Dans cette première partie de la série de vidéos, nous montrons comment nous entendons avec nos oreilles. Le pavillon de l'oreille est la partie visible de l'oreille externe. Une autre partie de l'oreille externe, ainsi que l'oreille moyenne et l'oreille interne, se trouve dans l'os temporal. Le pavillon de l'oreille est également divisé en plusieurs zones, dont certaines seulement sont représentées ici. Ces différentes zones contribuent à réfléchir, absorber et atténuer le son de manière différente, ce qui nous permet d'identifier l'emplacement d'une source sonore. Nous y reviendrons plus en détail ultérieurement. Examinons maintenant le conduit auditif externe, qui fait également partie de l'oreille externe. À l'entrée du conduit auditif externe se trouvent des poils spéciaux destinés à protéger l'intérieur de l'oreille des petits animaux. Comme on peut le voir ici, la couche de peau supérieure de notre conduit auditif externe migre vers le pavillon de l'oreille. Les glandes situées sous les poils produisent notre cérumen. Le cérumen collant, dans lequel les bactéries et la poussière sont piégées, est transporté hors du conduit auditif par la migration de la couche supérieure de la peau. Les glandes cérumineuses produisent le cérumen, qui est mélangé au sébum des glandes sébacées. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans l'animation sur le système immunitaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, certaines parties de l'oreille sont protégées par l'os temporal. L'os temporal comporte différentes zones, comme la partie tympanique, qui protège le conduit auditif externe et l'oreille moyenne. L'oreille interne, quant à elle, est entourée par la partie pétreuse de l'os temporal. En raison de sa structure compacte, la partie pétreuse est l'un des os les plus durs du corps humain. La partie pétreuse de l'os temporal comporte de nombreux canaux osseux. Cela permet à des nerfs importants d'atteindre l'oreille interne, par exemple. Les canaux pour les vaisseaux sanguins et la connexion entre l'oreille et la cavité nasale font également partie de l'os temporal pétreux. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur de l'os temporal pour explorer les structures internes. Le conduit auditif externe comporte une partie cartilagineuse dotée de poils et de glandes formant le cérumen. Le conduit auditif externe possède également une partie osseuse. Le tympan forme la limite entre le conduit auditif externe et l'oreille moyenne, dans laquelle se trouvent les osselets de l'ouïe. On reconnaît également la cochlée, qui fait partie de l'oreille interne. La cavité tympanique, qui appartient à l'oreille moyenne, est reliée par un orifice à une autre cavité appelée antre mastoïdien. Cette cavité est à son tour reliée à d'autres cavités, qui sont grandes chez certaines personnes et petites chez d'autres, voire inexistantes. Ces cavités sont appelées cellules mastoïdiennes et sont probablement destinées à réguler la pression à l'intérieur de la cavité tympanique. Examinons maintenant de plus près nos osselets. L'homme possède 3 petits os de l'oreille, également appelés osselets de l'ouïe, qui s'appellent le marteau, l'enclume et l'étrier. L'étrier est situé au niveau de la fenêtre ovale de la cochlée, que nous verrons plus en détail ultérieurement. Les plus petits os du corps humain sont suspendus à l'intérieur de la cavité tympanique à l'aide de ligaments. Le marteau possède 3 ligaments, l'enclume en a 2. Il existe une articulation entre l'enclume et l'étrier, ainsi qu'entre le marteau et l'enclume, qui sont dotés de cartilage. Les ligaments maintiennent les os ensemble. Le marteau est relié au tympan. Le tympan est une fine membrane capable de transformer les ondes sonores en vibrations mécaniques. Dès que les ondes sonores atteignent la fine membrane, celle-ci commence à vibrer. Cette vibration entraîne la rotation du marteau et avec lui de l'enclume, ce qui pousse l'étrier vers l'avant. Le col de l'étrier abrite le plus petit muscle du corps humain. Il s'agit du muscle stapédien.
Si le volume sonore est trop élevé et que par conséquent l'étrier bouge trop, il se contracte et tire l'étrier vers lui. Cela limite le mouvement de l'étrier. Un autre muscle qui se contracte lorsque le niveau sonore est trop élevé est le muscle tenseur du tympan. Il tire le marteau vers l'arrière et resserre ainsi le tympan afin qu'il puisse absorber moins d'énergie sonore et donc vibrer moins. Ces deux muscles limitent le mouvement des osselets de l'ouïe dès que le niveau sonore est trop élevé, afin de protéger la cochlée d'une pression excessive. On peut voir ici les mouvements des muscles détendus et contractés à des volumes identiques. Voyons maintenant les zones que l'étrier fait vibrer par ses mouvements. L'étrier est relié à la cochlée par la fenêtre ovale. La cochlée, le vestibule et les canaux semi-circulaires font partie du labyrinthe osseux. Les 3 canaux semi-circulaires sont responsables de notre sens de l'équilibre, que nous découvrirons plus en détail dans la deuxième partie. Nous entendons grâce à la cochlée. Le labyrinthe osseux comporte à l'intérieur des cavités qui contiennent des fluides. Lorsque l'étrier bouge, il transfère son énergie au liquide. Cette énergie se propage dans le liquide sous forme d'ondes de pression. Ces cavités remplies de liquide sont appelées scala vestibuli et scala tympani. Elles sont reliées au point le plus haut de la cochlée. Une coupe de la cochlée montre clairement les 2 cavités. Une autre cavité, appelée scala media, est située entre ces 2 conduits et est également remplie d'un liquide. Entre la scala media et la scala tympani se trouve la membrane basilaire qui nous permet d'entendre et qui a des propriétés importantes. Près de l'étrier, et donc de la fenêtre ovale, elle est épaisse et étroite. Au fur et à mesure que la hauteur augmente, elle devient plus fine et plus large. La raison pour laquelle la membrane basilaire a des propriétés différentes est facile à expliquer. Nous voyons ici 2 membranes, l'une large et l'autre étroite. Si la même force est appliquée aux 2 par le haut, nous pouvons clairement voir leur comportement vibratoire différent. La membrane étroite se déplace rapidement, la large lentement. Si une force est appliquée aux 2 membranes à un certain taux de répétition, nous pouvons constater que les vibrations de la membrane étroite sont amplifiées et que les vibrations de la membrane large sont atténuées. Comme la membrane étroite est en résonance avec la force agissante, elle bouge plus fortement que la membrane large. Il en va de même pour la membrane basilaire. Dès que l'étrier déclenche une onde de pression dans la scala vestibuli, la membrane de Reissner est poussée en direction de la scala media, ce qui entraîne un mouvement de la membrane basilaire. Cependant, la membrane basilaire vibre très fortement à un certain endroit de la cochlée, parce que la membrane basilaire entre en résonance avec le son stimulant. Après cette forte déflexion de la membrane basilaire, l'onde perd rapidement son énergie, ce qui signifie qu'il n'y a plus de mouvement fort. Pour les sons graves, l'étrier se déplace plus lentement, ce qui entraîne une résonance et donc une forte déflexion en un autre point de la membrane basilaire. Cela nous permet de différencier les fréquences, car des fréquences différentes provoquent des mouvements très spécifiques sur la membrane basilaire. Notre oreille couvre une plage de 20 000 à 200 Hz. C'est presque impossible à croire, mais à 20 000 Hz, l'étrier effectue 20 000 mouvements en 1 seconde. L'intensité des vibrations de la membrane basilaire est mesurée par les cellules ciliées internes, qui font partie de l'organe de Corti. Nous souhaitons illustrer cela de manière très simplifiée. Outre les cellules ciliées internes, il existe des cellules ciliées externes. Les cellules ciliées externes sont reliées à la membrane tectoriale par de minuscules stéréocils. Lorsque la membrane basilaire commence à vibrer, un flux de liquide s'établit entre la membrane tectoriale et l'organe de Corti. Les stéréocils des cellules ciliées internes se déplacent en fonction de ce flux et transmettent les signaux correspondant au cerveau par l'intermédiaire des nerfs. Les cellules ciliées externes étant attachées à la membrane tectoriale, elles se déplacent également. Si les stéréocils des cellules ciliées externes sont inclinés vers la gauche, les cellules ciliées s'allongent. Lorsqu'ils sont inclinés vers la droite, les cellules ciliées se raccourcissent. Cela augmente le mouvement de la membrane basilaire et donc le flux de liquide.
ce qui entraîne un mouvement plus important des stéréocils des cellules ciliées internes. Cela nous permet d'entendre même les sons faibles, car ce mécanisme amplifie le son dans la cochlée. Les cellules ciliées externes nous permettent également de mieux distinguer les hauteurs, c'est-à-dire les fréquences. Si les cellules ciliées externes ne se raccourcissent pas ou ne s'allongent pas en réponse à des bruits faibles, on peut parler de déficience auditive. Si les cellules ciliées internes ne fonctionnent pas correctement, on parle de surdité sévère. Les cellules ciliées internes et externes fonctionnent selon un principe incroyablement ingénieux. Les stéréocils sont séparés par de petites bandes appelées tip link. Ces bandes sont attachées à une petite ouverture. Dès qu'une force de traction est appliquée à ces ouvertures, elles se dilatent, ce qui permet aux ions K+, présents dans le liquide environnant, de s'écouler. Les ions K+, provoquent une réaction à l'intérieur de la cellule ciliée externe qui se contracte ou se détend. Comme nous l'avons déjà mentionné, cela entraîne une amplification de la vibration de la membrane basilaire. Nous voyons ici à nouveau les cellules ciliées externes et internes. La membrane tectoriale, à laquelle les cellules ciliées externes sont attachées, a été retirée pour une meilleure visibilité. Les cellules ciliées internes se déplacent sous l'effet de la circulation des fluides. Il est également important de mentionner que le liquide contenu dans les cavités peut difficilement être comprimé. C'est pourquoi la fenêtre ronde, dotée d'une membrane déformable, est située à l'autre extrémité du système canalaire. Comme nous l'avons vu, les cellules ciliées internes sont reliées à des fibres nerveuses. Lorsque les stéréocils des cellules ciliées internes se plient, des courants électriques sont transmis par ces fibres nerveuses. Les cellules ciliées externes sont également reliées à des fibres nerveuses, mais par souci de simplicité, nous ne montrons que les fibres nerveuses des cellules ciliées internes, et en outre uniquement les fibres nerveuses qui envoient des signaux au cerveau. En réalité, les cellules ciliées internes et externes possèdent des fibres nerveuses qui reçoivent des signaux du cerveau et les envoient au cerveau. Grâce aux nerfs cochléaires, les signaux électriques atteignent le tronc cérébral, où se trouvent les cellules nerveuses qui traitent ces signaux électriques. Les signaux traités traversent plusieurs stations jusqu'au thalamus qui poursuit le traitement et transmet finalement les signaux au cortex auditif. C'est là que nous traitons consciemment les signaux électriques. Les cellules nerveuses de notre cerveau sont capables de localiser une source sonore. Si la source sonore vient d'en haut, les ondes sonores réfléchies arrivent peu de temps après les ondes sonores qui atteignent directement le conduit auditif externe. Si la source sonore se trouve en bas, le son réfléchi met plus de temps à atteindre le conduit auditif externe. Cela nous permet de localiser les sources sonores dans le plan vertical. En revanche, les sources sonores situées dans le plan horizontal peuvent être localisées à l'aide des deux oreilles. Cela est dû d'une part à la différence de temps de parcours du son et d'autre part à la différence de volume entre les deux oreilles. La deuxième partie de cette série traite des autres structures de l'oreille et de notre sens de l'équilibre.